juste sur la vie des surdoués hypersensibles au travail. Écoutez, comme tout à l'heure, j'imagine que ces deux interventions résonnent en vous et que des mains vont se lever pour réagir ou pour poser des questions. C'est parti. Par contre, il faut monter à l'étage. Hein. Pendant que Madame monte à l'étage, on a deux questions à droite. Philippe. Merci. Bonjour. Donc, cette réunion est organisée par MEDSA avec une sélection par test de QI et on parle de l'hypersensibilité. J'ai l'impression qu'il y a un lien constant qui est fait entre les deux. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut être hypersensible sans être HQI? Est-ce qu'on peut être HQI sans être hypersensible? Et j'aimerais bien qu'on parle de ces cas-là aussi. De ces cas-là, c'est-à-dire des gens qui seraient HQI sans être hypersensibles et l'inverse. Je vais m'efforcer de répondre, alors je ne suis pas neuroscientifique, mais pour ce que j'en ai lu, en fait, je vais me référer à un petit document. J'ai déjà parlé de Nox Nota. Elle est membre de Mensa en Hollande. Elle est médecin du travail. Je fais de la pub pour son bouquin, dont j'espère qu'un jour il sera traduit en français, qui s'appelle Gifted Workers, Hitting the Target, où elle présente 13 cas qui sont des synthèses de tous les gens qu'elle a rencontrés. Et sur un site qu'elle a créé relatif c'est une fondation pour les surdoués en Hollande, elle a créé un petit leaflet, une petite feuille. Est-ce qu'on peut être hypersensible sans être surdoué? Donc la réponse est oui. Et en fait, la différence, alors on sait qu'on a 20-30% de gens qui sont hypersensibles. La différence vient du traitement de l'information, qui est beaucoup plus rapide chez les surdoués. Alors après, on ne va pas entrer dans l'architecture du cerveau, corps calleux, testostérone, etc., etc. Mais oui, il y a une différence. Ensuite, j'ai des doutes sur peut-on être surdoué sans être hypersensible, dans la mesure où on a beaucoup plus de neurones dans le lobe pariétal, épileptique, fou, schizo, enfin tout ce que vous voulez, et le lobe frontal, donc capacité d'analyse très puissante. En revanche, je pense qu'on peut montrer qu'on n'est pas du tout sensible, tout simplement parce que bloquer sa sensibilité, c'est une manière de se défendre. C'est juste une façon de se défendre. Quand on est envahi, quand on est submergé, on coupe tout, c'est un shunt. On coupe tout et on devient complètement insensible à tout. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Maintenant, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'aperçois au travers de tout ce que j'ai pu lire. C'est aussi comme ça, à mon avis, qu'il y a tellement de gens qu'on traite d'Asperger, ou on dit que les Asperger n'ont pas d'émotion. Je pense que c'est faux. Je pense qu'en fait, on a une telle émotivité, on est tellement envahi, tellement submergé que le plus simple, tac, c'est de faire un court-circuit. On arrête tout. Donc, oui, on peut être hypersensible sans être surdoué. Et je pense que non, on ne peut pas être surdoué sans être hypersensible. Oui, peut-être que hypersensibilité non surdouée, on pourrait le raccrocher à un neurodroitier non surdoué. Et effectivement, surdoué, c'est forcément hypersensible. Ça ne veut pas dire que ça se voit. Moi, l'essentiel de ma vie, j'étais un bunker. C'est les autres qui avaient des problèmes. Maintenant, ça a changé. C'est moi qui ai des problèmes. On a plusieurs manières de gérer l'hypersensibilité, indépendamment du fait que ça se voit ou pas, ou que ça soit un problème ou pas. Mais il y a forcément un truc qui est hors de la matrice. La première main qui s'était levée tout à l'heure. Excuse-moi, j'avais déjà une question. Oui. Oui. Allez-y, madame. Bonjour, d'abord j'en profite pour saluer Fabrice qui m'a permis de faire mon coming out il y a 5 ans quand j'habitais à Bordeaux. J'habite à Paris maintenant. Je les félicite pour l'étude qu'il a faite avec Hélène et je compte beaucoup sur eux en fait parce que voilà, ma problématique c'est que je travaille dans la publicité. Ça fait 15 ans que je papillonne de domaine en domaine et je suis heureuse avec des gens qui sortent d'HEC, qui font Polytechnique et si possible HEC et l'ENA. Et moi, je me cantonne à des tâches de subalterne complètement d'abruti, comme disait Cécile Boss tout à l'heure, dans lesquelles je me lasse, je m'étiole, je me fane. Et je ne sais pas comment dans les entreprises on peut progresser, dans la mesure où finalement on est tout en bas, on trie le courrier, on répond au téléphone, mais par ailleurs on aide les managers à trouver des axes
pour la suite, pour l'évolution de leur boîte, qu'on ait des conseils extrêmement précieux et qu'à la limite, même, on pourrait prendre les manettes et que ce n'est pas toujours bien vécu et qu'on ne nous laisse pas la place. Et moi, j'ai l'impression de redoubler mes classes depuis 15 ans et que je n'ai pas fait d'études supérieures. Oui, évidemment. Si tu fais ça, c'est mort. Parce que tu leur fais comprendre qu'ils sont idiots. Enfin, ils sont suffisamment intelligents pour le comprendre, en tout cas. Et pas plus pour aller plus loin que ça. Faut pas leur donner à manger s'ils sont pas capables de le gérer. On est dans un monde reptilien. Donc on peut jouer avec nos intelligences, mais avec les règles du jeu des organisations dans lesquelles on est. Et les entreprises, ça n'existe pas. C'est que des gens. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a que des gens avec le pire et le meilleur. Et les stratégies, c'est de comprendre les règles du jeu et de jouer avec les règles du jeu, que ça nous plaise ou pas. Ça, c'est le côté hybride. Et ramener de l'intelligence en dehors du périmètre dans lequel on nous met, c'est prendre le risque de se faire exclure et de se faire cramer. C'est idiot, mais c'est comme ça que ça marche. Sauf à avoir les galons, et alors là, on est autorisé à n'importe quoi. Ce n'est pas une question d'intelligence. Je voudrais rajouter une chose, merci de soulever le problème, c'est que jusqu'à présent, on a parlé de cadres supérieurs, de polytechnique, mais il existe plein de surdoués qui n'ont jamais fait d'études, qui n'ont pas dépassé le bac, qui ont même un BEP. Merci. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de penser à eux, parce que vous avez peut-être la possibilité de donner des conseils à votre hiérarchie qui ne les supporte pas, parce que ça le renvoie à sa médiocrité, effectivement. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important de penser à tous ceux. Alors, c'est un peu fichu pour les cadras, trentenaires, cadras, quinquagénaires. Donc là, il faut juste préparer le terrain pour la nouvelle génération. C'est d'où l'importance, à mon avis, de comprendre qu'on est surdoué, de comprendre ce que ça signifie. On s'en fiche du mot. C'est vraiment le mode de fonctionnement qui est important. C'est de dire, je fais comment quand, effectivement, moi, je trie le courrier parce que je n'ai pas les diplômes pour faire autre chose. Je suis garçon d'étage, je suis serveuse. Et de toute façon, je me rends bien compte qu'on m'utilise, mais je ne sais pas où aller parce que de toute façon, je n'ai pas les diplômes qu'il faut pour ça. Les diplômes, c'est une clé, c'est une légitimité, forcément. Si vous avez des diplômes, c'est que vous êtes intelligent. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes bête. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Je raisonne par rapport à cette fameuse norme, d'accord ? J'ai la chance, moi, d'avoir eu des diplômes, mais je vois arriver sur talents différents, ou même quand j'ai travaillé, là, j'ai veillé à ce que... J'ai fait appel à une trentaine de témoins. J'ai vraiment veillé à ce que j'ai des gens qui puissent s'exprimer. J'ai quelqu'un qui me disait, moi, mes parents, ils étaient en train de se tuer à l'usine. L'idée même de faire une fac, c'était pas possible, on n'avait pas l'argent pour ça. Et voilà, toiletteuse pour chiens, des choses comme ça, alors qu'elle a des capacités. Donc je pense qu'il y a vraiment ça aussi auquel il faut penser. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est comme ça, je pense qu'il faut d'abord commencer à être vraiment bien avec la façon dont on fonctionne. Je pense que c'est important de se rappeler ce qu'on aime faire, et autant que possible, je suis à peu près sûre que le salut est dans l'entreprise individuelle pour nombre de surdoués, d'accord ? J'en suis vraiment convaincue. Donc, c'est de travailler à voir quelle activité vous pouvez peut-être développer par vous-même, sachant que, sauf dans de très rares cas, vous pouvez avoir une double activité. C'est ce qu'on appelle aussi les slashers maintenant, des gens qui, par obligation ou par vocation, ont plusieurs activités en parallèle qui, a priori, n'ont rien à voir. Donc je pense que pour tous ceux qui n'ont pas de diplôme, pour tous ceux qui ne peuvent pas discuter avec des inspecteurs généraux des finances ou des polytechniciens, c'est de réfléchir à ce qu'on aimait faire. Je crois que beaucoup de surdoués sont coincés par « Ah, il faut que je fasse quelque chose de grand ». Commencez par faire quelque chose de petit. Je peux vous jurer que faire quelque chose de petit, je suis la première concernée aussi, mais en général, quand on aime faire quelque chose, on le fait, et puis après on se retourne en disant « Oh, c'est moi qui ai fait tout ça ». Et si on veut faire quelque chose de pas naturel, entre guillemets, on s'oblige à penser en grand. Commencer par faire des cookies, c'est pas mal, et s'ils sont bons, on peut faire autre chose derrière, par exemple. Je repense à, je sais plus, Baby Bulls avec Diane Keaton, où elle est filée, puis elle fait des confitures, et puis ça va de mieux en mieux. Je pense vraiment qu'il faut fonctionner comme ça. Ça veut dire quoi ? Être bien avec soi-même, vraiment bien avec soi-même. Si on est bien avec soi-même, alors on peut arriver à trouver une opportunité pour ne plus être mal au sein de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Mais vraiment important, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes quand on est surdoué. Oui, on comprend.
Je pense que c'est important de ne pas rester seul et de se mettre en réseau. Moi, c'est pour ça que j'en ai créé un ici en 2009 et avec maintenant, il y a des gens un peu partout en France, pour avoir des alliés, mais aussi pour avoir de la créativité. Alors sur HPI Talent, alors j'ai fait 2 sites, un tout propre sans défaut et puis un avec la traumatologie. Donc c'est HPI Talent, c'est pour les entreprises, donc là il y a 0 défaut. Et puis à Edwards-Aquitaine, c'est le reste de la vie. Sur HPI Talent, j'ai mis des vidéos, je crois, d'un gars que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Alors je suis désolé, il fait des conférences à Polytechnique, mais au-delà de ça, il est assez intéressant. Non, non, mais c'est pour rebondir sur les slashers. Il s'appelle Albert Mèche, vous verrez, il a la tête de D'Artagnan. Et il a fait des articles sur l'avenir. L'avenir pourrait être l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire que la notion du travail, comme on la connaît aujourd'hui, date du 19e siècle. Et on pourrait revenir sur ce que disait Cécile, sur des modes de transaction économique où les entreprises en rupture vont être de plus en plus poreuses, avec des éléments contractuels et des opportunités tout à fait appropriées pour les surdoués, en tout cas des modes de survie économique, avec une déstructuration de l'ensemble des systèmes traditionnels depuis 2 siècles. Alors on voit, moi j'étudie tout ce que le monde du numérique, de la nouvelle économie, de l'économie en transition, et ce sont des gens qui travaillent différemment. Alors c'est de la culture génération YZ, mais je pense que ça peut être aussi extrêmement intéressant d'être à l'affût de ça. Dans les positions d'atypiques aussi, il y a des choses que j'ai pu observer, c'est le rapport au pouvoir. De considérer le pouvoir tel qu'il est vécu dans l'entreprise de quelque chose de totalement... c'est du fantasme abruti, vu comment les gens se comportent pour certains. Après, il y a des gens magnifiques, mais il y a des surdoués qui ne sont jamais des chefs, parce que ce n'est pas leur nature. Mais ce sont d'excellents numéro 2. Par contre, il y a intérêt à savoir qui est le numéro 1. Ça, c'est pour répondre très souvent aux questions, dans quel secteur faut aller. Il n'y a pas de secteur. Il y a des contextes. La question, ce n'est pas le secteur, c'est le contexte. Est-ce que le contexte est toxique ou pas? Ce qui nous rend dépendants des gens qui sont dans le contexte. Donc, il peut y avoir des leaders naturels du fait de leurs énergies, mais d'autres, ils font jamais ça. Ils trouvent ça totalement idiot. Je pense à quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il fait un boulot magnifique. Il se promène avec ses chevaux pour nettoyer les vignes. Mais c'est un surdoué. Il a changé de métier tous les 3 ans. Donc, il m'appelle. Il me dit, Manon, 3 ans, c'est fini. Il faut que je fasse autre chose. Il me dit, je fais quoi? Je lui dis, je ne sais pas. Restez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a bossé ensemble. Et en fait, on discute. Bon, moi, j'ai souvent des images qui me viennent. Je dis, pourquoi vous ne prenez pas une ferme? Parce que dans votre ferme, vous pourrez faire de l'hébergement, vous pourrez faire du cheval, vous pourrez faire de la couture. Quand vous en avez marre, vous faites autre chose. Elle dit, écoutez, avec ma femme, on visite une ferme la semaine prochaine. Vous trouvez un boulot composite. Donc, c'est composite sur le même boulot, c'est composite dans l'espace perso, pro, social, parce que tout ça est en général pas très étanche. C'est-à-dire réfléchir en tant que surdoué, mais avec les outils du monde normal. Et les outils du monde normal, de toute façon, ils sont en train de se fragmenter. Donc c'est aussi être en alerte de ça et de savoir qui on est vraiment. Et au passage, la notion d'identité n'est pas partagée par plus de la moitié de l'humanité. C'est un concept politique, l'identité. Pour autant, c'est étude de savoir qui on est véritablement et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il y a aussi un autre truc important qui est transverse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur les coachings, c'est qu'il faut apprendre à shooter les gens. Il faut apprendre à se défendre. Le monde aujourd'hui, moi je vois beaucoup de gens, alors en particulier les gamins, mais je passe beaucoup de temps avec les adultes parce que les gamins, ça m'énerve ce qu'ils vivent. Mais en tout cas avec les adultes, comme ça je me sens moins seul. Il faut shooter les gens, il faut shooter les emmerdeurs, il faut savoir se défendre. Pas maltraiter, c'est bien au-delà de l'assertivité, il faut savoir se défendre et pas hésiter. C'est pas simple, mais il faut commencer. Alors, je reviens sur savoir se défendre, c'est savoir où sont ses limites. On ne peut pas se défendre si on ne sait pas où sont ses limites. Donc ça fait aussi partie du travail. Qui suis-je? Les différentiels de repères, les limites. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, cerveau, nos limites. Enfin, le corps, il faut bien qu'il dorme un jour, quand même. Il faut accessoirement qu'il mange un peu. Et puis qu'il soit bien entretenu, de préférence. Et c'est ça le souci, c'est que quand on n'a pas de limites, puis aussi, on sait qu'on fait en un jour ce que tout le monde... Moi, j'avais quelqu'un qui me disait, mais bosse 2 heures par jour, ça suffit pour la semaine. Et moi, je bossais 10 heures par jour.
parce que j'étais là pour bosser, c'est tout. Et donc, les limites sont vraiment très, très importantes à connaître, parce que si quelqu'un vient vous chatouiller sur vos limites, au moins, vous pouvez le mettre à distance. Mais quand vous ne connaissez pas vos limites, vous vous faites enfoncer comme vous voulez. Vous savez qu'il y a une question là-bas. Juste vous rappeler, alors je vois plein de mains qui se lèvent, c'est pour ça que je suis obligé de le faire. L'Athénée nous met dehors, quoi, ou nous enferme dedans, selon, à 12h15. Je vous annonce qu'il est 12h12. Question. Bonjour, je vais essayer d'être rapide et synthétique. Déjà, merci pour vos interventions. Vous avez déjà en fait, finalement répondu à mon interrogation, parce que ce soit dans l'intervention de Madame Kermadec ou vous, je me trouve en fait confronté à cette notion, comme vous avez évoqué, d'être bien avec soi-même. C'est difficile parce que d'un côté, on essaye de se suradapter à l'environnement pour qu'on nous foute la paix, et puis à la fois, on sait bien que ça ne correspond pas à ce qu'on est dans le faux self, comme dirait Madame Kermadec. Et puis à la fois, quand on commence à s'affirmer, et bien effectivement, c'est exprimé par d'autres personnes, on obtient plutôt du rejet, où tout est fait effectivement pour parfois se taper dessus. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez à votre rythme, mais on vous dit que vous allez trop vite. Vous souhaitez aller à l'essentiel, alors que les autres tournent toujours autour du pot. Et c'est vrai que j'ai parfois plutôt l'impression d'être un funambule arlequin, c'est-à-dire toujours à chercher cet équilibre, à avoir plein de couleurs, et des fois j'aimerais être gris ou blanc, ou en tout cas complètement caméléon pour pas qu'on me voie. Et à la fois, c'est vraiment cette difficulté qu'il y a à être soi, comme vous dites, mettre des limites, et ne pas non plus, on parlait de sensibilité, alors je ne sais pas, moi c'est vrai que je ne parle pas d'hypersensibilité, je parle de sensibilité et d'atypique, et c'est une vraie difficulté de garder cet équilibre, d'autant plus quand effectivement ça joue aussi sur la confiance. Moi c'est vrai que je rêverais, comme disait Fabrice, de pouvoir dire tiens, je change de métier, etc., avec tout ce que ça peut impliquer de risques. Voilà, enfin, c'était juste un témoignage. Je suis désolé, j'espère pas avoir pris trop de temps, et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Merci. La dernière question. La dernière. Ah, qui aura la chance? On va voir Philippe, c'est Philippe, celui qui a la responsabilité du choix. Donc, Allez, deux d'un coup et on répond. Donc pour ce qui concerne les adolescents, donc effectivement, quand ils savent, et là je crois qu'on peut témoigner que faire un test de QI bien complet avec un test de personnalité, ça peut aider à expliquer à l'adolescent surdoué, par exemple 145 de QI, effectivement, comment il fonctionne. Donc peut-être savoir ralentir, ou pourquoi il travaille très peu, parce que ça peut être le cas, très peu de travail scolaire, et en fait des résultats moyens, mais qui peuvent, grâce à on pourrait dire une méthode genre conduite de projet, avancer petit à petit, comme disait Madame Bost, à voir en fait sa progression, grâce aussi à certains profs qui peuvent aider. Et là, on se retrouve ensuite confronté à tout ce que vous avez signalé, c'est-à-dire la difficulté en tant que parent à aider l'adolescent qui doit être responsable de sa propre vie professionnelle à passer dans des systèmes là, APB, donc faire des choix multiples qui sont extrêmement vastes et construire une stratégie de carrière. Et donc là, on va vers la question de doit-on effectivement plutôt conseiller à l'adolescent de se pousser au maximum vers éventuellement des classes prépa pour avoir des super diplômes, mais est-ce que c'est toujours le bon choix? Parce que quand même, il y a cette... effectivement, vous appelez ça hypersensibilité, ça peut être timidité, difficulté à se positionner un peu en vainqueur ou en plus dur par rapport aux autres, et à se dire, bon, voilà, moi je sais à peu près ce que je donne, je m'évalue à peu près bien, et je fais mon petit bonhomme de chemin, mais certaines classes, en particulier préparatoires, peuvent être plus ou moins élitistes. Bien, on a très bien compris votre question, merci. Monsieur, avec un esprit de synthèse, je suis sûr que vous allez faire... Oui, pardon. Moi, j'avais deux questions, mais je ne sais pas s'il y aura le temps de répondre, mais ce n'est pas grave. La synthèse. L'une, c'est pour Cécile. En fait, on ne peut pas tous être indépendants, donc on travaille tous dans des sociétés. Et depuis toujours, on fait tous les efforts. Et souvent, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'on va monter sur Airbus, j'ai énormément d'espoir par rapport à ça, et je pense qu'on va y arriver, mais souvent les gens sont tout seuls. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen, ou est-ce que c'est... enfin, et comment on pourrait amener les autres à faire quelques pas vers nous? Ça, c'est une première. Non, mais voilà. Bon. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Business as usual, hein, ouais. J'ai pas de raison de changer, je suis en majorité. C'est clair. Donc s'il n'y en a pas une démarche, justement, où
ou comment on va travailler en réseau, par exemple, où on va s'aider et on va peut-être, il n'y a pas moyen en individualité d'amener les autres à faire quelques pas, et c'est encore à nous à faire tous les efforts. L'autre question, c'est effectivement pour Fabrice, effectivement les entreprises commencent à parler de mad skill, commencent à parler de chercher des gens atypiques, mais ils commencent à parler à chercher des gens atypiques, sauf qu'ils en ont déjà plein à l'intérieur. Et comment leur faire comprendre qu'ils en ont déjà plein à l'intérieur? Merci. À vous. Donc je vais aller sur les deux questions. Ça va dépendre des gens. Donc moi, j'essaie de contaminer le maximum de personnes en essayant de banaliser le sujet, soit avec les gens concernés, soit avec les gens non concernés, sur des fonctions transverses comme les RH, sur des CODIR ou COMEX que je peux avoir, parce qu'il y en a un certain nombre de concernés, donc je les détecte et puis je vais aller les choper dans un couloir. Voilà, et plus on sera nombreux, plus on le fera. Ce que veulent les entreprises et ce qu'on a fait sur l'étude, c'est de leur parler proprement des atypiques en mode organisation et RH, pas en mode Calimero, pour aller vite. Donc, on leur donne des outils RH, du management RH, on leur parle d'intelligence, de compétences atypiques. Si vous allez sur Google, il y a des cabinets qui parlent de recrutement atypique, ils parlent d'ingénieurs qu'on fait du théâtre, hein. Ils ne parlent pas des surdoués. Mais il y a quand même une notion de créativité, d'innovation, de rupture, de disruption, enfin des trucs qui sont un peu à la mode. C'est surfer sur tout ce qui marche et contaminer le maximum de personnes. Moi, je voudrais compléter ce que dit Fabrice en rebondissant un petit peu sur le livre qu'a écrit Monique de Kermadec. Je pense qu'il faut qu'on arrête de demander que les autres viennent vers nous. On a aussi une responsabilité là-dedans. Alors d'accord, on est micro-groupe, d'accord. Mais les interventions qui montrent qu'on est des bisounours et que le reste du monde nous en veut, à mon avis, c'est totalement contre-productif. Et le nombre, j'en ai quand même quelques-uns là encore sur le blog, le nombre de noms d'oiseaux dont nous traitons les autres, les normaux pensants pour commencer, je suis la première à en parler, je le reconnais volontiers, il faut se calmer. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas d'être injurié et on ne comprend pas pourquoi les autres ne supportent pas qu'on les injurie. Je pense qu'on a vraiment un énorme travail à faire de ce côté-là aussi. Juste pour répondre pour les jeunes, parce que je suis sollicité de plus en plus pour des jeunes étudiants, et puis j'en ai aussi à Kedge. Je pense que le problème, c'est pas de savoir s'ils vont faire une école d'ingénieur ou prépa, c'est de savoir ce qu'ils veulent véritablement, ce qui est déjà compliqué pour tout le monde. Sur qu'est-ce qui est pertinent. Et pour les gamins qui ne bossent pas, en particulier au-dessus de 140, 145, il faut qu'ils apprennent à faire des efforts, que ça leur plaise ou pas. Donc il y a quelque chose qui est aussi volontariste, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout décider d'eux-mêmes. Alors en se saisissant de leur intelligence, parce qu'ils ne sont pas totalement idiots, et ils savent bien ce qu'ils font. Donc il y a une espèce de code mal taillé, mais c'est très individualisé comme processus d'apprentissage. Jouer sur leur talent, leur créativité et leur motivation, et des fois, en tant que parent, on peut se retrouver impuissant, et de savoir ce qu'ils veulent véritablement. Et il y a des opportunités avec les générations Z, et pas leur parler d'un monde qui va se casser la figure. Et pour la partie qui se casse la figure, ce n'est pas forcément un problème. Et s'ils peuvent faire l'international, ma fille, elle parle 4 langues, elle est allée dans d'autres pays, qu'ils aillent voir ailleurs. Ça peut être une très bonne chose. Monique de Kermadec souhaitait réagir. Oui, je voulais vous remercier pour les points essentiels que vous avez soulignés. Et quand vous avez parlé des diplômes, vous m'avez donné une envie irrésistible de dire quelque chose. Les diplômes, effectivement, sont toujours mis au défi par les surdoués, adultes ou jeunes. Et je voulais vous dire que dans mes consultations, j'ai non seulement la question de comment réussir quand on n'a pas de diplôme se pose pour eux, mais parfois ils ont suivi un chemin qui était tout tracé, ils ont eu des diplômes et ils y ont renoncé. J'ai vu une femme médecin, par exemple, changer complètement de vocation en devenant, je dirais, ébéniste. Elle voulait travailler le bois. Elle a eu énormément de mal à faire accepter par son entourage qu'elle devait quitter un diplôme prestigieux pour devenir ébéniste. J'ai eu une femme avocate qui travaille dans un grand cabinet à Paris, qui aime faire des gâteaux et des cookies et qui a lancé sa propre fabrique artisanale de cookies et de gâteaux. Et à nouveau, il lui a fallu un très grand courage pour renoncer à ces diplômes qui sont valorisés par la société.
Donc, je vous en prie, ne devenez pas victime du système qui veut que vous ayez des diplômes. Parfois, on doit les quitter. Merci beaucoup. Merci Cécile, merci Fabrice, beaucoup. Odile. Voilà, je pense qu'on a eu une matinée très dense et très belle. Ceux qui partent, pensez au questionnaire. Retour ici vers 13h30 pour celles qui veulent continuer la journée avec nous. Il y a des restaurants tout autour. Je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure.